bienvenue sur Njamba Movie. Aujourd'hui, on va continuer avec la mise en position isostatique. On va commencer par des rappels. On va dire tout simplement qu'un solide dans l'espace a 6 possibilités de mouvement, 3 translations qui étaient X, T, Y, T, Z, 3 rotations RX, RY, RZ, tel qu'on peut voir ici dans notre repère. Ici, voici le repère X. On va voir la translation et sa rotation suivant l'axe des X. Y, translation et rotation suivant l'axe des Y. Z, translation TZ et rotation RZ suivant dans l'axe des Z. D'accord? Mais aujourd'hui, on va parler tout simplement de la mise en position isostatique des pièces prismatiques, c'est-à-dire non cylindriques. Et ce qu'on doit retenir, c'est que pour les pièces prismatiques, on aura 6 degrés de liberté à éliminer. D'accord? Donc, on doit retenir que si on a les pièces prismatiques, c'est-à-dire non cylindriques, le nombre de degrés de liberté qu'on va éliminer sera donc 6 degrés de liberté. On va donc passer tout simplement à l'exercice, mais toutefois, nous vous demandons donc de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, nous allons laisser un exercice d'entraînement pour voir si vous avez bien suivi la notion de mise en position isostatique au cours de cette vidéo. Ok, exercice 1. Établir la mise en position isostatique pour la réalisation donc du perçage D de diamètre phi 10. On peut donc voir notre dessin ici, en illustration tel qu'on voit là. On voit bien le trou de diamètre 10 ici qu'on a donné, d'accord. On veut donc réaliser la mise en position isostatique pour pouvoir donc percer le trou-ci. Et on sait bien qu'en analyse de fabrication, pour voir les surfaces usinées sont plus renforcées que les autres surfaces. Donc en regardant rien que le dessin, on voit bien que le trou ici, là, on peut bien voir comment c'est foncé par rapport aux autres surfaces. Donc on pense que voici donc la surface à usiner. On va donc passer donc à l'établissement donc de la mise en position isostatique pour pouvoir réaliser ce trou de perçage. Toutefois, avant de passer donc à la résolution de l'exercice, il est important de montrer comment on représente donc une normale de repérage ici. On voit bien que c'est une flèche noircie, d'accord, en vue de face, en vue de gauche ou bien sa projection. Voilà comment on représente donc sa projection. Donc, si on représente une flèche et qu'on ne noircit pas, ça ne veut pas dire que c'est tout simplement une mise en position isostatique, c'est que c'est un maintien en position. Donc, toujours bien représenter sa flèche et de noircir. Et ceci, on voit ça dans la plupart des feuilles des élèves pour établir donc tout simplement une normale de repérage. Ils mettent dans une flèche comme ceci. Et on voit que ceci ne veut rien dire en analyse de fabrication. Ou bien encore, on voit des flèches qui sont mises là, mais qui ne sont pas noircies. Ça, c'est les maintiens en position. Donc, ceci n'est pas dans la mise en position. Ok, une fois qu'on a fait donc les rappels sur les normales de repérage, on passe donc tout simplement dans la résolution donc de l'exercice. Premièrement, il faut déjà retenir dans ce schéma-ci, d'accord? Appui plan, orientation donc butée. Il est question de savoir que pour réaliser dans l'appui plan c'est tout simplement 3 normales de repérage. Donc l'appui plan c'est 3 normales. Lorsque pour percer dans notre pièce ici, il est question donc de positionner dans notre pièce en position de travail tel qu'on voit là sur la table de la machine. Donc est-ce que le fait de poser dans cette pièce-ci sur la table de la machine réalise donc l'appui plan. Et l'appui plan donc élimine 3 degrés de liberté. D'accord? Pour bien comprendre ceci, on va d'abord matérialiser donc sur la vue de dessus les 3 normales qui représentent donc notre appui plan avant de faire la projection donc sur la vue de face. On commence donc avec la première normale ici. Ok, donc voici la première normale. La seconde, la deuxième, on la représente tout simplement donc ici. La troisième normale, on la représente là. On voit bien que nous avons donc déjà 3 normales de repérage que nous avons donc repérées ici. On peut donc les numéroter ici. On peut appeler ceci 1, ici 2 et ici donc 3. Voici donc les 3 normales qui représentent donc l'appui plan que nous avons déjà représenté sur la vue de dessus. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de projeter ça sur la vue de face. Donc on projette donc la normale 1 sur la vue de face telle qu'on voit ici. On projette donc ça ici. Lorsqu'on projette, on voit bien que ça tombe donc à ce niveau. On représente donc notre triangle donc noirci. Donc voici donc la projection de la normale 1. La projection de la normale 2, de la même façon, on projette, ça tombe donc ici. On noircit bien la tête de notre flèche. Voici donc la normale 2.
On projette encore la normale 3 sur la vue de face. Et lorsqu'on projette, on voit bien que ça tombe tout simplement dans ici. On noircit bien également dans le bout de notre flèche qui représente dans la normale 3. On voit bien que nous avons déjà établi dans la plus plan ici. D'accord? Donc nous avons déjà éliminé 3 degrés de liberté. Donc on voit que sur les 6 qu'on doit éliminer, il nous reste donc 3. On passe donc à l'orientation. L'orientation donc doit éliminer 2 degrés de liberté. Maintenant, sur quelle surface doit-on mettre la normale de repérage? On va donc mettre la normale de repérage donc sur cette surface-ci. Et on doit comprendre que l'orientation élimine 2 degrés de liberté. Donc voici donc la normale 4 ici et la normale 5. On va donc représenter ça donc à ce niveau-ci. Donc l'orientation donc élimine 2 degrés de liberté. Donc voici l'orientation que nous avons déjà donc représentée. D'accord? Ce qu'il faut savoir ici, pourquoi on a mis donc la normale plutôt sur cette surface et non l'autre ici, parce qu'on voit que par rapport à la surface, il y a une cote de 20 plus ou moins 0,2 qui définit dans le centre du trou qu'on a envie de percer. D'accord? Donc c'est pour ça que cette surface-ci, c'est pour ça qu'on doit placer automatiquement dans notre orientation sur cette surface-ci, parce qu'on voit bien la cote de 20 plus ou moins 0,2 qui définit dans la position donc du centre du trou. Alors que si on mettait de ce côté-ci, d'accord, c'est-à-dire sur cette surface-ci, on doit voir qu'il n'y a aucune cote qui définit dans la position donc du trou à percer. C'est pour ça qu'il y a donc l'orientation sur cette surface. D'accord, on va donc passer tout simplement dans la projection. On projette encore sur la vue de face. Voici donc sa projection. Voici la normale 4. De la même façon, on projette encore. Voici donc la normale 5 que nous venons donc de faire. Si nous regardons donc d'après ce que nous avons dit, nous avons déjà éliminé encore. Nous avons encore utilisé 2 normales de repérage. Donc nous avons encore éliminé 2 degrés de liberté. Il reste donc la butée. Et la butée, c'est tout simplement donc une normale de repérage. D'accord, qui élimine tout simplement donc 1 degré de liberté. On va donc chercher la surface qui va nous permettre donc de placer dans notre butée. On voit que la surface qui correspond donc c'est cette surface-ci. Pour la même raison que tout à l'heure. On voit qu'ici on a donc la normale de repérage donc 6 qui est dans la butée. Donc en vue de face, on aura encore la même chose ici. On va toujours voir la flèche qui est dans la normale de repérage donc 6. On a défini par rapport à cette surface-ci comme tout à l'heure parce qu'il y a donc la cote de 40 plus ou moins 0,2 qui définit encore la position donc du centre du trou à percer. Alors que si on avait mis notre butée de ce côté-ci, il n'y a pas de cote qui quitte de cette surface-ci pour définir dans la position de notre centre du trou à percer. C'est pour ça que la butée doit aller automatiquement donc sur cette surface. Donc si on veut donc regarder, nous avons il y a nos 6 degrés de liberté qui est donc éliminé. La plus plan a éliminé 3, l'orientation 2 et la butée a éliminé donc 1 degré de liberté. Donc nous avons déjà éliminé nos 6 degrés de liberté. Maintenant, à la deuxième question, on nous a demandé de placer les cotes de fabrication. Maintenant, c'est quoi une cote de fabrication? Une cote de fabrication, c'est une cote qui quitte de la normale de repérage jusqu'à la surface usinée. Donc voici la première cote de fabrication. Voici donc la normale de repérage. Et on sait bien que la surface usinée, pour définir la position d'un trou, c'est par rapport à son centre. Donc, on quitte donc de la normale jusqu'à la surface usinée. Donc, il donne de la butée ici jusqu'à la surface usinée à ce niveau-ci. Ça nous donne donc la première cote de fabrication qu'on va appeler CF1. Donc, C pour code et F pour fabrication. Donc, CF1. Donc, la première code de fabrication, c'est CF1. Et on voit que c'est une code directe telle que quand on regarde donc la distance CF1, ici, on voit que ça correspond à 40 plus ou moins 0,2. Ok, maintenant on cherche dans la prochaine code de fabrication ici. On voit que, comme nous avons dit, la code de fabrication donc quitte de la normale de repérage jusqu'à la surface usinée. On voit que par rapport à l'orientation 4-5, on peut encore définir une autre code de fabrication ici. Par rapport au centre du trou, on voit également que ça nous permet donc de définir cette code-ci comme la code de fabrication, puisque ça respecte bien la définition. On quitte de la normale jusqu'à la surface
usiné et un tour se positionne donc par rapport à son centre. Donc on voit ici que ça c'est CF2 qui est la deuxième code de fabrication, qui est encore une code directe. On peut voir que sa valeur ici c'est 20 plus ou moins 0,2. Donc on peut dire ici que CF2 qui est la deuxième code de fabrication, c'est 20 plus ou moins 0,2 mm. Maintenant, il y a la troisième cote de fabrication qu'on appelle tout simplement dans une cote outil qui est la cote du diamètre du forêt qui est tout simplement dans Phi 10. Donc, ici, ceci est une cote de fabrication. Pourquoi? Parce que une cote outil, c'est encore une cote de fabrication. Donc, dès que vous avez votre diamètre Phi 10, dès que vous percez, ça vous donne directement dans la cote à obtenir. Donc, c'est pour ça qu'on appelle donc code de fabrication ici. Donc, Phi 10, c'est une code de fabrication qu'on appelle encore cote outil. Ok, comme prévu tout à l'heure, nous allons vous laisser un exercice que vous allez traiter et nous laisser dans vos réponses en commentaire. Ok, exercice. Dans une mise en position isostatique, l'orientation élimine réponse A, 1 degré de liberté, réponse B, 2 degrés de liberté, réponse C, 3 degrés de liberté et enfin réponse D, 4 degrés de liberté. Ne manquez pas de nous signifier en commentaire vos différentes réponses. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.